bienvenue sur ma chaîne, où nous explorons les histoires les plus émouvantes et méconnues des icônes du cinéma et de la télévision. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Véronique Jeannot, une femme dont le nom résonne encore auprès du public français. Elle fut le visage rayonnant des drames de jeunesse, la chanteuse aux mélodies porteuses d'espoir, et une femme admirée pour son élégance et son talent. Mais derrière les lumières et les applaudissements, son histoire est marquée par des épreuves douloureuses, des pertes profondes et des combats silencieux qui ont façonné son destin. À l'approche de ses 70 ans, sa vie est autant définie par ses tragédies que par ses succès, et les cicatrices du passé pèsent encore lourdement sur son cœur. Nous allons retracer son parcours, des triomphes de Pause Café aux drames personnels qui ont failli l'anéantir, un cancer à 22 ans, la perte de son grand amour Didier Pironi, et la mort brutale de sa mère. À travers ces épreuves, Véronique a trouvé la force de se réinventer, devenant une actrice, une chanteuse, une militante et une mère adoptive. Préparez-vous pour un voyage émouvant, entre douleur et résilience, dans la vie d'une femme qui n'a jamais cessé de se battre. C'est parti! Les débuts et premiers triomphes. Véronique Jeannot naît le 7 mai 1957 à Annecy, en Haute-Savoie, dans l'est de la France. Loin des projecteurs, elle grandit dans un environnement modeste, mais dès l'adolescence, elle est attirée par les arts de la scène. Sa passion pour le théâtre et la comédie se manifeste tôt, et son talent ne passe pas inaperçu. En 1972, à seulement 15 ans, elle décroche son premier grand rôle dans la série télévisée Le Jeune Fabre, réalisée par Cécile Aubry, aux côtés de Mehdi El Glaoui. Ce rôle fait découvrir son visage au public français, révélant une jeune actrice pleine de fraîcheur et de potentiel. Peu après, elle monte sur les planches avec l'École des femmes de Molière, prouvant qu'elle peut s'adapter au rythme exigeant du théâtre. Dans les années suivantes, Véronique enchaîne les rôles à la télévision, apparaissant dans des productions comme Paul et Virginie, Aurore et Victorien ou encore Qui j'ose aimer. À la fin des années 1970, elle devient un nom familier, une étoile montante dont la carrière semble promise à un avenir radieux. En 1979, le cinéma lui ouvre ses portes avec le Toubib, réalisé par Pierre Granier de Fer, où elle joue aux côtés d'Alain Delon, l'une des plus grandes stars françaises. Pour une comédienne de seulement 22 ans, c'est une opportunité extraordinaire, confirmant que sa carrière est sur une pente ascendante. Mais le destin en décide autrement. Cette même année, Véronique apprend une nouvelle dévastatrice, elle est atteinte d'un cancer de l'utérus. À seulement 22 ans, elle se retrouve confrontée à sa propre mortalité. Elle subit une chimiothérapie, un traitement qui lui sauve la vie mais entraîne des conséquences irréversibles, la stérilité. Pour une jeune femme qui rêvait de maternité depuis l'adolescence, l'annonce est un choc. Des années plus tard, elle confiera à quel point cette période fut traumatisante. Les cycles de chimiothérapie l'épuisent physiquement et psychologiquement. Dans une interview, elle avoue « une séance de plus, et je me serais jetée sous un train ». Pour Véronique, la perte ne se résume pas à sa santé. C'est aussi le futur qu'elle imaginait pour elle-même, un futur où la maternité occupait une place essentielle. Malgré cette tragédie, Véronique refuse de quitter les écrans. En 1981, elle accepte le rôle qui fera d'elle une figure incontournable en France, Joëlle Mazar, la jeune assistante sociale de la série Pause Café. Le programme devient un phénomène culturel, attirant des audiences records et installant Véronique parmi les actrices les plus aimées de sa génération. Dans Pause Café, elle incarne une femme attentive aux problèmes des jeunes, un rôle empreint d'empathie et de sincérité. L'ironie est cruelle, à l'écran, elle prend soin d'adolescents qui ne sont pas les siens, alors qu'en privé, elle sait qu'elle ne pourra jamais porter d'enfant. Le succès de Pause Café engendre des suites, Joëlle Mazar en 1983, puis Pause Café, Pause Tendresse en 1988, chacune rassemblant des millions de téléspectateurs. Entre les tournages, elle joue dans des films comme Tir groupé avec Gérard Lanvin, Un été d'enfer avec Thierry Lhermitte, et La dernière image, sélectionnée au Festival de Cannes en 1986. Elle n'est plus seulement une star de la télévision, elle est désormais une actrice confirmée, capable d'incarner des rôles dramatiques et romantiques avec authenticité. Cette période marque l'apogée de sa carrière, mais aussi le début de nouvelles épreuves qui vont tester sa résilience. Le succès de Pause Café et ses incursions au cinéma font de Véronique une figure centrale du paysage audiovisuel français. Pourtant, derrière son sourire éclatant, elle porte le poids d'une douleur intime. La maladie a non seulement volé son rêve de maternité, mais aussi ébranlé sa confiance en l'avenir. Cette période montre à quel point Véronique est capable de transformer la souffrance en force, utilisant son talent pour rester connectée à son public.
Son ascension fulgurante dans les années 1970 et 1980 est un témoignage de sa détermination à ne pas se laisser définir par ses épreuves. Amour, tragédie et la mort de Didier Pironi. Si la carrière de Véronique Jeannot s'épanouit au début des années 1980, sa vie privée traverse l'un de ses chapitres les plus sombres. En 1982, elle rencontre Didier Pironi, pilote français de Formule 1 alors en pleine gloire. Leur rencontre a lieu lors d'une séance photo pour un magazine, où elle doit poser aux côtés du jeune champion. Ce qui n'est qu'une collaboration professionnelle se transforme rapidement en une histoire d'amour passionné. Les deux deviennent inséparables, et pour la première fois depuis son cancer, Véronique s'autorise à rêver d'un avenir partagé, fait d'amour et de complicité. À cette époque, la carrière de Pironi est à son apogée. Il pilote pour Ferrari et est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la Formule 1. Mais quelques mois seulement après le début de leur relation, la tragédie frappe. En août 1982, lors des essais du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, Pironi est victime d'un accident terrible qui lui fracture gravement les jambes. Cet accident met fin à sa carrière en Formule 1. Pour beaucoup, cela aurait marqué la fin d'une vie de pilote, mais pour Véronique, c'est le début de longues années de sacrifice. Elle met sa propre carrière entre parenthèses pour rester à ses côtés. Tandis que le public la voit comme l'actrice glamour de Pause Café, en coulisses, elle consacre son énergie à aider Didier à remarcher, à retrouver confiance et à se reconstruire. Dans son autobiographie Trouver le chemin, elle raconte combien cette période l'absorbe totalement, il n'était plus question de scénario ou de répétition de théâtre. Ma vie se résumait aux hôpitaux, à la rééducation et à maintenir en vie l'homme que j'aimais. Pour Véronique, Didier n'est pas seulement un compagnon, il est le grand amour de sa vie. Contre toute attente, Pironi récupère suffisamment pour reprendre la compétition, non pas en Formule 1, mais dans les courses de bateaux offshore. Il a le cœur d'un compétiteur, et l'adrénaline de la course coule toujours dans ses veines. En 1987, il est de retour dans l'arène sportive, cette fois derrière le volant d'un puissant bateau de course. Mais le destin lui réserve un nouveau coup terrible. En août 1987, lors d'une compétition au large de l'île de Wight en Angleterre, le bateau de Pironi se retourne et s'écrase. Il est tué sur le coup à seulement 35 ans. La nouvelle anéantit Véronique. Elle avoue plus tard, à la mort de Didier, « J'ai perdu un morceau de moi que je ne récupérerai jamais ». À 30 ans, elle a déjà affronté le cancer, la stérilité, et désormais la disparition brutale de l'homme autour duquel elle avait bâti sa vie. Le choc de la mort de Pironi a d'autres conséquences. Peu après, Véronique est confrontée à une rechute de son cancer de l'utérus. Cette fois, elle refuse la chimiothérapie, traumatisée par son expérience précédente, et se tourne vers des traitements alternatifs mêlant homéopathie, acides aminés et acupuncture. Elle explique dans des interviews qu'après seulement 2 mois, elle ressent un changement dans son corps. Pour elle, c'est une victoire intime, mais qui survient au cœur d'un immense chagrin. La fin des années 1980 aurait pu marquer l'effondrement de sa carrière et de son moral, mais Véronique refuse de disparaître de la scène publique. Au contraire, elle transforme sa douleur en énergie créatrice. En 1988, elle fait son retour à la télévision avec Pause Café, Pause Tendresse, le 3e volet de la série culte, qui bat de nouveau des records d'audience. L'ironie est cruelle, à l'écran, elle incarne une femme qui aide les autres à surmonter leurs difficultés, alors qu'en coulisses, elle cache ses propres larmes, tentant de se reconstruire après avoir perdu Didier. Cette période illustre la dualité de la vie de Véronique, une star adorée par des millions de Français, mais une femme brisée par des pertes successives. La mort de Pironi, combinée à sa rechute, teste les limites de sa résilience. Pourtant, elle trouve dans son art un moyen de surmonter le chagrin, utilisant son rôle dans Pause Café pour transmettre espoir et empathie. Son histoire avec Pironi n'est pas seulement celle d'un amour perdu, mais celle d'une femme qui a sacrifié une partie de sa carrière pour l'amour, avant de se relever avec courage. Musique, engagement et quête de guérison. Après la perte dévastatrice de Didier Pironi, Véronique Jeannot cherche de nouvelles façons de donner un sens à sa vie. La fin des années 1980 l'a profondément meurtrie, mais elle continue à travailler, non seulement comme actrice, mais aussi comme chanteuse. Sa carrière musicale, commencée presque par hasard avec les génériques de Pause Café, s'affirme dans les années 1980. En 1982, elle signe les paroles de J'ai fait l'amour avec la mer, sur une musique de Pierre Bachelet, qui rencontre un joli succès. 2 ans plus tard, en 1984, elle enregistre le duo Désir avec Laurent Voulzy, qui devient le tube de l'été et tourne en boucle sur les ondes françaises. En 1985,
elle sort Si t'as pas compris, suivie en 1986 par Ma repentance. En 1988, elle enregistre Aviateur, composé par Woolsey avec des paroles d'Alain Souchon. Le single, certifié disque d'argent, permet à Véronique d'apporter sa touche personnelle en écrivant les paroles de la face B, Chagrin. Sa carrière musicale se poursuit avec des fortunes diverses à la fin des années 1980. Elle participe au projet collectif de Charles Aznavour, Pour toi, Arménie, prêtant sa voix à une cause qui rassemble le monde artistique français en solidarité avec l'Arménie. En 1992, elle sort Love Me encore, un titre plus rythmé, mais un conflit avec le producteur Claude Carrère la pousse finalement à se retirer du monde de la musique. Pour Véronique, la musique n'était pas seulement une carrière, c'était un moyen de se reconstruire, de traduire ses émotions en paroles, de trouver une forme de catharsis face à ses épreuves. Parallèlement, Véronique cherche du réconfort dans la spiritualité et la philosophie. Elle se convertit au bouddhisme, une voie qui lui apporte paix intérieure et résilience. À travers cette spiritualité, elle découvre une cause qui marquera son engagement humanitaire, le sort des enfants tibétains vivant en exil. En 2005, elle fonde l'association Graines d'avenir, dédiée au soutien des orphelins et des enfants tibétains privés d'éducation. Son activisme n'a rien de symbolique, il est concret, personnel et audacieux. En 2008, lors des Jeux Olympiques de Pékin, elle fait un geste spectaculaire en sautant en parachute au-dessus du Mont Saint-Michel avec le drapeau tibétain, un acte risqué et emblématique de sa détermination. En 2011, elle publie une bande dessinée, Tibet, l'espoir dans l'exil, dont les bénéfices sont intégralement reversés à son association. Pour Véronique, cet engagement n'est pas seulement de la philanthropie. C'est une manière de transformer sa douleur en un élan plus grand qu'elle-même, de métamorphoser son chagrin en espoir pour d'autres. Cet engagement prend un tournant encore plus personnel en 2014. Par le biais de son association, elle rencontre des années plus tôt une jeune Tibétaine prénommée Migmar. Cette année-là, elle l'adopte officiellement, devenant mère pour la première fois à 57 ans. Pour une femme à qui l'on avait annoncé qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, c'est à la fois un miracle et l'accomplissement d'un rêve longtemps caressé. Véronique décrit l'expérience comme bouleversante, devenir maman à 57 ans, c'est un tsunami. Elle n'était plus une enfant, mais une adolescente avec son histoire, sa colère, ses frustrations et son amour. Migmar, élevée sous son toit, poursuit plus tard une carrière dans le cinéma et lance même sa propre chaîne YouTube. L'amour de Véronique pour le Tibet ne s'arrête pas là. En 2024, elle révèle qu'elle a également adopté le cousin de Migmar, un jeune homme prénommé Nima, présent dans sa vie depuis près d'une décennie. Le jour de la fête des mères, en mai 2024, elle publie une photo d'elle avec lui sur Instagram, écrivant « Maman 2 fois, qui l'aurait cru ?» Pour Véronique, cette seconde adoption n'est pas la création d'un nouveau lien, mais la reconnaissance légale d'une relation déjà existante. Elle explique dans une interview, Nima est le cousin de Migmar. Ils ont grandi ensemble, partagé des anniversaires et des fêtes de famille. L'adoption n'a fait qu'officialiser une réalité déjà présente dans nos vies. Cette période montre comment Véronique transforme ses blessures en actions positives. Sa carrière musicale et son engagement humanitaire deviennent des exutoires, des moyens de redonner du sens à une vie marquée par la perte. L'adoption de Migmar et Nima représente un triomphe sur le destin, prouvant que l'amour peut transcender les barrières biologiques. Son activisme pour le Tibet, loin d'être un simple geste médiatique, reflète sa quête de paix intérieure et sa volonté de laisser un héritage d'espoir. Perte familiale et la mort de sa mère. Alors que Véronique Jeannot réussit à redonner un sens à sa vie grâce à son engagement humanitaire et à sa famille adoptive, une nouvelle tragédie la frappe en 2016, la mort de sa mère, Colette. Un jour d'octobre 2016, sa mère est victime d'un violent accident à Saint-Cergue. Sa voiture entre en collision avec un scooter, et bien qu'elle survive au choc initial, l'accident provoque une crise cardiaque massive. Elle meurt peu après, laissant Véronique dévastée. Pour une femme qui avait déjà enduré la perte de Didier Pironi 3 décennies plus tôt, la disparition soudaine de sa mère rouvre des blessures profondes. La relation de Véronique avec Colette était singulière et intense. Colette n'était pas seulement une mère, elle était aussi un guide spirituel. Médium et graphologue, elle était, selon sa fille, dotée d'une intuition et d'une clarté étonnante. Véronique expliquait souvent combien sa mère savait immédiatement identifier l'origine d'un problème, affirmant même qu'elle pouvait voir les morts. Cette dimension mystique de la vie de Colette fascinait Véronique et influença sans doute son propre tournant vers le bouddhisme et la spiritualité.
Dans une interview accordée à Télé Loisirs en novembre 2016, Véronique parle ouvertement de la douleur causée par la perte de sa mère. Elle décrit cette disparition comme un choc brutal. La mort de ma mère dans un accident de voiture a été d'une violence absolue. Au début, il n'y avait que l'engourdissement de l'incrédulité. Mais avec le temps, elle apprend à percevoir autrement la présence de sa mère. Une fois ce stade dépassé, je me dis qu'elle est encore là. La fin de la matière n'est pas la fin de l'âme, confe-t-elle. Ces mots traduisent à la fois sa peine et sa conviction que la vie se poursuit au-delà de la mort, une croyance qui l'aide à supporter l'insupportable. Encore plus poignant est ce qu'elle révèle au sujet des instants précédant l'accident. Véronique raconte que sa mère avait pressenti son propre départ. En tant que médium, Colette semblait savoir ce qui l'attendait. Le jour de sa mort, elle laisse un mot à sa fille, confiant que son cœur battait plus lentement et qu'elle ne voulait pas courir le risque de partir sans avoir dit « je t'aime ». Pour Véronique, ce message est à la fois bouleversant et réconfortant, une ultime preuve d'amour et le rappel d'un lien indestructible. La perte est néanmoins immense. Dans les années qui suivent, Véronique continue d'évoquer sa mère avec émotion, la décrivant comme une femme lumineuse, reliée à une autre dimension et toujours présente dans sa vie. Mais le deuil ne disparaît pas. Même avec Migmar et Nima à ses côtés, l'absence de Colette laisse un vide impossible à combler. Cette tragédie montre à quel point la spiritualité est devenue un pilier pour Véronique, lui permettant de naviguer à travers les pertes répétées tout en restant ancrée dans l'espoir. Théâtre, foi et l'amour des chevaux. Dans ces dernières années, Véronique Jeannot tente d'équilibrer le poids du chagrin avec des passions qui lui donnent de la force. Le jeu n'a jamais quitté sa vie. Même après des décennies de carrière, elle revient toujours sur scène et à la télévision, poussée par un besoin de jouer et de rester connectée à son public. En 2006, elle publie son autobiographie Trouver le chemin, où elle met à nu ses luttes, du diagnostic de cancer à 22 ans à sa reconstruction après la mort de Didier Pironi. Le livre est un succès en librairie, révélant une facette méconnue d'elle, vulnérable, mais déterminée. La même année, elle joue dans la saga estivale Les Secrets du Volcan sur France 2, prouvant qu'elle est encore capable de porter un premier rôle. Dans les années 1990 et 2000, elle alterne entre fiction télévisée et théâtre. Elle apparaît dans Madame le Consul de 1995 à 2001, Dr Claire Bellac entre 2001 et 2003, et dans C'est l'homme de ma vie, une prestation qui lui vaut le 7 d'or de la meilleure actrice de fiction en 1999. Au théâtre, elle joue dans Plein feu avec Lynn Renaud en 1991, puis dans Avis de tempête en 2004. Plus récemment, en 2024, elle revient sur les planches à Paris avec Un atelier pour deux, mis en scène par Jean-Luc Moreau, prouvant qu'elle n'a rien perdu de son énergie ni de son charisme malgré le temps. En 2011, elle surprend en rejoignant la saison 2 de Danse avec les stars sur TF1, aux côtés du danseur Grégoire Lyonnais. Bien qu'elle termine à la 6e place, sa participation montre sa volonté de sortir de sa zone de confort et de relever de nouveaux défis. Mais l'une de ses passions les plus profondes reste sa relation avec les animaux, en particulier les chevaux. Enfant, elle aimait monter, mais avait abandonné après une chute. Des décennies plus tard, dans les années 2000, elle retrouve ce goût grâce à Mario Lurachi, dresseur pour le cinéma. Il la réconcilie avec l'équitation, non pas comme un sport de compétition, mais comme une forme de liberté. Dans des interviews, elle décrit les chevaux comme des confidents, des compagnons capables de refléter ses émotions. En 1999, elle confie à France Dimanche, un cheval qui entre dans votre vie est un cadeau. Il devient votre ami, votre confident, votre complice, peut-être même votre amour. Parmi tous les chevaux qu'elle a montés, un se démarque, Alboroto. Elle l'appelle souvent son « amour », un partenaire avec qui elle partage des conversations silencieuses et des instants de pure liberté. En 2019, elle le présente dans l'émission 30 millions d'amis, montrant au monde le lien unique qui les unit. Mais en août 2020, Alboroto meurt de vieillesse. Véronique est anéantie. Sur Instagram, elle poste une vidéo de galopant dans la forêt, écrivant « Mon merveilleux compagnon est parti, me laissant les plus beaux souvenirs à jamais dans mon cœur. » Pour elle, perdre Alboroto est comme perdre un être cher de plus, un rappel de la fragilité de tous les attachements. Son amour des animaux l'a conduit également à devenir ambassadrice des Jeux équestres mondiaux FEI-Altec 2014 à Caen, où elle soutient particulièrement la discipline du paradressage, affirmant son engagement dans des causes plus grandes qu'elle. La foi reste un pilier central. Le bouddhisme lui donne un cadre pour affronter la douleur, mais aussi pour transmettre. Au-delà de Graines d'avenir, elle devient marraine de l'opération Volvic UNICEF au Niger en 2007,
aidant à construire des fontaines et à promouvoir l'éducation des filles. Son activisme, son écriture et son amour des animaux sont des moyens d'apprivoiser les ombres que les tragédies ont projetées sur sa vie. Présent, livre et questions d'héritage. À l'approche de ses 70 ans, Véronique Jeannot reste à la fois une figure publique et une femme profondément privée. Ces dernières années mêlent apparition professionnelle, étape familiale et réflexion sur le sens de sa vie. En 2022, elle annonce la sortie d'un nouvel album, son premier en 10 ans, composé de 9 titres. Contrairement à sa carrière musicale des années 1980, ce projet n'a rien de commercial, mais relève d'une démarche intime, un partage sincère pour ceux qui ont suivi son chemin. L'album est distribué exclusivement via son site officiel, signe de sa volonté de garder un lien direct avec son public, loin des pressions de l'industrie. En parallèle, elle fait son retour au théâtre en 2024 avec un atelier pour 2 au théâtre de Passy, dirigé par Jean-Luc Moreau. Ce spectacle est un rappel que le jeu reste son art, quelque chose qu'elle ne peut abandonner, même si son énergie reflète désormais le passage du temps. Sur scène, elle retrouve la même intensité qu'il a révélée dans Pause Café il y a plus de 40 ans, prouvant que sa connexion avec le public demeure intacte. Mais c'est à travers l'écriture qu'elle s'est sans doute révélée le plus honnêtement ces dernières années. En 2023, elle publie Le présent est mon refuge, un ouvrage où elle revient sur les tragédies de sa vie, le diagnostic de cancer à 22 ans, la stérilité, la mort de Didier Pironi en 1987, et l'accident mortel de sa mère en 2016. Mais le livre parle aussi de résilience, de joie retrouvée grâce à ses enfants adoptifs, et de sa conviction inébranlable que l'âme perdure après la mort. Elle admet que l'écriture est pour elle une façon de faire la paix avec son passé, de poser sa douleur sur le papier pour qu'elle ne la consume plus entièrement. L'adoption de Nima en 2024 est un autre tournant, redéfinissant son sentiment de famille. 10 ans après avoir accueilli Migmar, elle officialise ce qui était déjà vécu. Nima, cousin de Migmar, faisait depuis longtemps partie de leur foyer. L'adoption n'a fait que reconnaître une réalité qui existait déjà dans nos vies, explique-t-elle. Pour Véronique, cet acte symbolise une victoire sur le destin. Le cancer lui avait volé la maternité biologique, mais grâce à Migmar et Nima, elle a réalisé son rêve le plus cher, devenir mère 2 fois. Le parcours de Véronique Jeannot est jalonné de triomphes à l'écran et de douleurs inimaginables dans l'ombre. De la maladie aux pertes tragiques, des rêves brisés aux joies inattendues, sa vie est le reflet de la fragilité et de la résilience de l'esprit humain. Alors qu'elle aborde ses 70 ans, elle porte en elle à la fois les cicatrices du passé et l'amour trouvé auprès de ses enfants. Conclusion. Véronique Jeannot a traversé plus d'épreuves que beaucoup n'en connaissent en une vie, un cancer à 22 ans, la perte de son grand amour Didier Pironi, la mort brutale de sa mère, et la stérilité qui a brisé son rêve de maternité biologique. Pourtant, elle n'a jamais complètement renoncé. À travers ses rôles iconiques dans Pause Café, sa carrière musicale, son engagement pour le Tibet, et l'adoption de Migmar et Nima, elle a transformé la douleur en espoir, prouvant que la résilience peut triompher des plus grands chagrins. Son histoire nous pousse à réfléchir, est-elle avant tout marquée par la tristesse, ou est-elle un destin façonné par le courage et la persévérance? Véronique Jeannot, avec sa foi, son amour des animaux et son lien indéfectible avec son public, reste une légende vivante, une femme qui a su trouver la lumière dans l'obscurité.